Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous nous parlez du chômage qui est en hausse. Attention, décryptage de cette hausse avec vous. Au premier trimestre, la catégorie A de France Travail a fait un bond de plus de 8,7% avec 273 100 demandeurs d'emploi, indique la DARES. Demandeurs d'emploi en plus, indique la DARES. Vous nous dites que c'est une hausse en trompe-l'œil, c'est-à-dire? C'est d'abord un chiffre monstrueux, plus 8% sur 3 mois. C'est monumental. Oui, en trompe-l'œil, parce que ça tombe sur le trimestre où est intervenue la grande réforme du RSA. Vous savez que le RSA, qui maintenant est soumis à 15 à 20 heures d'activité, suppose que l'ensemble des bénéficiaires du RSA soient inscrits désormais à France Travail. C'était le cas d'environ 45% d'entre eux, ce qui veut dire que 55% ne l'étaient pas. Maintenant, l'inscription est absolument automatique et obligatoire depuis le 1er janvier à France Travail. Ce qui fait que France Travail voit arriver dans ses rangs, dans ses tablettes, 1 100 000 personnes supplémentaires. Alors, pour gérer cet afflux nouveau, une nouvelle catégorie il y a A, B, C, D, E. Aujourd'hui, on a créé les catégories F et les catégories G. Et après, les cas individuels sont observés. Et les gens correspondant à la définition de la catégorie A, donc ces bénéficiaires du RSA correspondant à la définition de la catégorie A, c'est-à-dire n'ayant pas du tout travaillé, étant disponible pour travailler et puis étant physiquement apte au travail, à ce moment-là, on les bascule dans la catégorie A de Pôle emploi. Ce qui fait qu'effectivement, on a ce phénomène hyper grossissant au premier trimestre 2025 sur cette catégorie de Pôle emploi qui fait plus 273 100 personnes. C'est monumental, mais c'est vraiment le résultat de cette réforme. En plus, il y a un autre élément qui est intervenu. On a un peu modifié les règles d'actualisation. Ça a conduit à avoir des gens qui restent sous statut de demandeurs d'emploi un peu plus longtemps, notamment depuis qu'a été mis en place l'obligation de signer un contrat entre France Travail et le demandeur d'emploi concernant ses droits et devoirs. Donc ces deux éléments-là font qu'on a un miroir grossissant, un effet un peu biaisé au premier trimestre. Chiffrer et déchiffrer ces éléments. Il y a des circonstances donc exceptionnelles, vous nous dites, qui expliquent la forte hausse du nombre de chômeurs au premier trimestre. Ça donne quoi si on regarde ces chiffres sans tenir compte des réformes que vous venez de nous décrire, Nicolas? Alors c'est ce qu'il faut faire pour avoir la réelle dynamique de hausse du chômage. Elle n'est pas de plus 8,7%, elle est de plus 0,8%. C'est pas négligeable. Évidemment, on n'est pas sur 273 100 personnes, on est sur plus 25 000 en catégorie A de France Travail pour le premier trimestre. Mais attention, les 273 100 personnes, ce sont des vrais individus. C'est pas des gens fantômes comme ça. Oui, il y a un effet trompe-l'œil qui fausse l'observation du flux. En tout cas, le stock, pour utiliser des termes qui ne sont pas très plaisants quand on parle des individus, il est bel et bien là. Et objectivement, une fois qu'on a décrypté un peu le biais statistique, la torsion statistique du premier trimestre 2025 dans ces chiffres de France Travail publiés par le ministère du Travail, on a des fondamentaux d'un marché du travail qui se dégrade. La courbe du chômage est clairement inversée désormais dans le mauvais sens. Les prévisions de taux de chômage à la fin de cette année vont entre 7,8 et 8%. Tandis que nous sommes à 7,3 au quatrième trimestre 2024. On voit que les intentions d'embauche ralentissent, que c'est valable aussi pour l'emploi des cadres, qu'on a toujours ce phénomène de rattrapage des défaillances d'entreprises. Mais enfin, une entreprise défaillante qui va au tribunal et quand ça se termine par une liquidation, ce sont des emplois perdus à la clé. Et puis on a eu quand même le retour des plans sociaux, notamment des plans sociaux emblématiques comme ArcelorMittal, comme Michelin, comme Auchan, comme Casino, comme toutes ces enseignes de prêt-à-porter. Donc ça veut dire qu'on a un chômage structurellement élevé. Ça veut dire qu'on est structurellement élevé. C'est-à-dire que notre noyau dur de chômage, c'est entre 7 et 8, ce qui est assez dramatique quand on a l'objectif d'aller vers le plein emploi. En tout cas, l'objectif plein emploi 2027, aujourd'hui, semble à peu près difficile, voire inatteignable. Je rappelle que dans une nation à peu près comme les nôtres, on considère que le plein emploi, c'est 4,5%. Donc on en est quand même très, 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 très loin. Bon, si le chômage n'explose pas, parce qu'on ne peut pas parler d'explosion, on voit quand même qu'il y a assez peu de raisons que ça baisse, d'être très optimiste. Alors, j'ai essayé de trouver des raisons d'espérer. Il est clair que la principale incertitude, c'est la guerre commerciale. On voit que les entreprises, si vous voulez, commencent à expliquer comment elles s'organisent. D'abord, elles vont commencer à répercuter un peu dans leurs prix les hausses de prix, elles vont prendre un peu dans leurs marges, mais évidemment, elles vont lancer, et elles seront nombreuses à le faire, des plans d'économie. Quand une entreprise lance un plan d'économie de coûts, on sait très bien ce que ça veut dire à l'arrivée. Il est vrai que les perspectives de croissance pour l'économie française ont été revues à la baisse pour cette année, à 0,7%. L'OFCE est même tombé à 0,5% dans ses prévisions.
Maintenant, on a si on cherche les petits nuages positifs, vous remarquerez que l'activité ralentit, mais qu'en aucun cas, on a un risque de récession qui menace. Vous avez encore des secteurs dans lesquels il y a des pénuries de main-d'œuvre. C'est valable encore dans l'hôtellerie, c'est valable encore dans la restauration. On a observé un début de rebond de la productivité dans le secteur marchand en 2024. Cette fameuse productivité qui était en train de s'évanouir, il y a un phénomène de rebond, même si le retard par rapport à 2019 n'a pas été rattrapé. On continue à avoir une inflation qui décélère, et l'inflation la plus basse des pays d'Europe. Les prix de l'énergie sont plutôt orientés à la baisse. C'est un facteur important de compétitivité, et surtout dans un pays comme le nôtre, qui est quand même très, très dépendant. Après, on a une démographie qui n'est pas brillante, mais la démographie de la France reste quand même la plus dynamique de celle des pays d'Europe. On a toujours ce fameux taux d'épargne record. On ne sait pas comment les ménages vont arbitrer à l'avenir, mais ça laisse cette espèce d'énorme poire pour la soif d'une relance de la consommation. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'effectivement, la petite musique qu'on a entendue au printemps de l'économie du FMI et de la Banque mondiale à Washington, si cette petite musique se confirme, et cette petite musique, c'est globalement les fameux 10% de droits de douane, ça pourrait être un plafond. Sous-entendu, on pourrait aller plus bas. Là, il est évident que s'il y a un peu d'apaisement de ce côté-là, ça pourra faire du bien. Mais bon, c'est assez imprévisible encore. À suivre, évidemment, cette guerre commerciale qui occupe les esprits, et notamment les esprits boursiers. La bourse de Paris est légèrement dans le rouge, hésitante depuis l'ouverture ce matin, en baisse de 0,04%. Alors, on se parle. Merci beaucoup, Nicolas.